Déclic, prends le mic. Déclic, prends le mic. Une émission qui encourage l'expression des habitants de Seine-Saint-Denis. Reportages, interviews, témoignages. Déclic, prends le mic. Sur Radio Ens. Tous les jeudis de 20h à 21h. Sur Radio Ens. Déclic, prends le mic. Salut à tous, c'est Flo avec vous pour l'émission Déclic, prends le mic. Au sommaire aujourd'hui, vous pourrez écouter l'interview de Juliette Mélia, gagnante d'un concours d'écriture sur la thématique des cheveux. On retrouvera aussi la chronique littéraire de Véro et l'histoire du Minotaure, revisitée par les élèves latinistes du lycée Paul-Éluard. Mais on commence avec nos invités, Chaban et Julien, pour parler du dispositif O2R mis en place par l'association CODE. Aujourd'hui, nous recevons Chaban, qui est référent O2R, et Julien, responsable du programme O2R. Alors, bonjour Chaban, d'abord. Bonjour, tu vas bien ? Ça va et toi ? Ouais, nickel. Et bonjour Julien. Bonjour. Alors, on va parler du dispositif O2R, donc mis en place par l'association, par CODE. Alors justement, peut-être Julien, puisque tu es le responsable de ce programme. En 2 mots, CODE, qu'est-ce que c'est ? Alors CODE, c'est effectivement une structure, une association qui regroupe un certain nombre de dispositifs, notamment le dispositif du PLI, Plan local pour l'insertion et l'emploi, les missions locales et également d'autres dispositifs comme celui dont on va parler, O2R, offre de repérage et de remobilisation. Alors O2R, un gros dispositif qui s'étend sur plusieurs villes et notamment évidemment sur Saint-Denis, enfin la nouvelle commune, donc Pierrefitte aussi. Chaban, toi tu es référent, donc tu animes aussi des ateliers, c'est ça ? C'est ça, tout à fait. Donc en dehors des ateliers, en fait, on propose un accompagnement qui est vraiment individualisé. On part du principe des besoins de la personne qu'on accompagne, donc le bénéficiaire. Et en fait, donc on va proposer des ateliers par rapport à ses besoins. Et en fait, c'est vraiment de lui proposer vraiment un accompagnement pour retour au réseau emploi, Pôle emploi, ou bien l'emploi ou formation. Alors, repérer, remobiliser, accompagner, ça c'est les mots-clés de ce dispositif. À qui s'adresse-t-il d'ailleurs ? Julien ? Effectivement, ça s'adresse à 2 cibles publiques, effectivement, jeunes 16-25 ans. Et également des plus de 25 ans jusqu'à la retraite, ceux qui sont activement dans une démarche d'insertion professionnelle. Notre but sur O2R, effectivement, c'est le repérage en avant, repérer le public dit invisible, donc c'est d'aller vers ces personnes dans les quartiers, au pied d'immeubles, pour les rencontrer, échanger et créer une confiance dans l'objectif de travailler, remobiliser et aller vers l'emploi. Alors, une fois que c'est fait, donc on parle à ces personnes, donc vous leur proposez ce dispositif. Alors, comment ça se passe concrètement ? Admettons, ça y est, moi je suis convaincu de la chose. Je dis, ouais, voilà, moi j'ai envie. Comment ça se passe concrètement, Chaban ? Alors, donc, on commence par faire du repérage. Donc, en fait, c'est le principe, comme expliquait Julien. Donc, c'est d'aller vers la personne, le principe de l'aller vers, la rencontre dans leur lieu de vie, dans les quartiers ou peu importe. Et en fait, donc, une fois qu'on les a repérés, qu'ils sont éligibles à notre dispositif, donc on les reçoit, donc on commence un entretien, et puis l'accompagnement débute comme ça. Alors ça, c'est individualisé, l'entretien ? Bien sûr. D'accord. C'est quoi les conditions d'éligibilité, Julien ? La première condition, c'est d'habiter sur les 6 villes. Donc 6 villes, Épinay-sur-Seine, l'île Saint-Denis, Pierrefitte-sur-Seine, aux communes déléguées, plutôt 5 villes, Villetaneuse, Saint-Denis, Saint-Ouen. Premier critère d'éligibilité, ensuite de ça, vérifier effectivement que cette personne n'est pas inscrite auprès du réseau Pôle emploi. Donc, il faut qu'on vérifie si la personne n'est pas inscrite durant les 6 mois. 6 mois sans contact avec un référent, un conseiller France Travail, aux missions locales, au PLI ou tout autre réseau Pôle emploi. Donc, c'est les 2 conditions importantes à valider avant l'intégration dans le programme O2R. Oui, donc ça veut dire que ce sont des personnes vraiment très éloignées de tous ces réseaux-là. Donc une fois que c'est repéré, donc ils viennent. Alors il y a quoi ? C'est le matin, c'est toute la journée. Comment ça se passe ? Alors moi en fait je pars du principe. Après c'est propre qu'à moi-même. Donc si par exemple je vois que la personne elle est pas du matin par exemple, je peux lui dire tu viens à 9h du matin, on a rendez-vous. Non, en fait je vais plus m'adapter à ses besoins. Donc si elle est disponible par exemple à 13h, ok, on va faire en sorte que je sois disponible pour 13h.
Ça va pas être de venir toute une journée, donc on va venir, on fait un petit entretien individuel, donc de à peu près de 45 minutes, 1 heure. On va faire un diagnostic socio-professionnel en fait, où je vais voir en fait ses besoins, ses freins, ses attentes également. Et ensuite, grâce à toutes ces infos, en fait, c'est là où je me base, en fait, je fais mon diagnostic et c'est là où je sais où je peux aller, en fait, en quoi je peux l'aider. D'accord. À un moment donné, est-ce qu'il y a des groupes qui se constituent, Julien ? Totalement. En fait, par la suite, quand on a effectivement fait tout le travail que dit Shaban, on aura ce qu'on appelle un SAS de remobilisation. Donc, c'est une information collective avec un certain nombre d'ateliers qu'on va proposer qui seront adaptés par rapport aux besoins qui ont été identifiés par rapport à ces bénéficiaires. Donc, alors des groupes, vous essayez de faire des groupes un petit peu homogènes ou pas du tout ? Au début, effectivement, on est sur un groupe qui n'est pas forcément homogène dès le départ. L'idée, c'est justement reposer le cadre O2R pour exprimer un petit peu les droits et les devoirs, un petit peu comme en entreprise. Et par la suite, les prochains ateliers, ils seront sur des thématiques bien spécifiques. Et là, on aurait des groupes plus ou moins homogènes avec qui on échangerait et avec qui on avancerait. Une fois, par exemple, ils sont éligibles, ils sont en accompagnement, ils ont fait le SAS que Julien dit. Donc, en fait, on reste en contact. Ils ont 15 heures d'activité qu'ils doivent faire, où je peux, moi, les aider. Donc, que ce soit des démarches emploi, des démarches administratives, des démarches de citoyenneté. En fait, tout ça, en fait, ça va les activer, en fait, sur les 15 heures d'activité. En fait, ils sont comptabilisés. Et en fait, c'est que derrière, en fait, même si on a un entretien téléphonique, on s'échange, s'ils ont besoin d'aide sur quelques démarches, si moi je peux les aider, si moi je peux pas les aider, je fais part à Julien ou à mes autres collègues. Et en fait, donc on essaie de se voir une fois par semaine, que ce soit dans nos bureaux ou bien que je vienne tenir des permanences qu'on développe dans leur lieu de vie. En fait, on échange sur plein de différentes thématiques, quoi. Alors, est-ce qu'il y a aussi, parce qu'on parlait tout à l'heure des rédactions de CV, etc., est-ce que vous leur apportez aussi les outils nécessaires, c'est-à-dire ordinateur, téléphone, qui puissent téléphoner, etc. Bien sûr. Shaban ? Bien sûr, parce qu'on est en collaboration, par exemple, avec certains partenaires qui peuvent proposer, par exemple, des téléphones à disposition. Je sais qu'il y a des personnes, par exemple, que j'accompagne, qui ont pas les moyens de prendre, par exemple, un forfait téléphonique. En fait, nous, on les oriente avec un bon d'orientation vers ces partenaires-là, qui peuvent bénéficier, par exemple, d'un forfait 100 gigas appels SMS illimité pour 2 €. Et en fait, grâce à une rémunération qu'ils ont dans le dispositif ou d'autres dispositifs qui existent, ils peuvent se permettre de bénéficier de ça. Alors justement, on parle rémunération. Quelle est-elle, Julien, la rémunération ? Il est important de le signaler, effectivement, O2R ouvre droit à une rémunération, donc ce qu'on appelle la RSFP, donc la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle dès l'entrée d'intégration dans le parcours. Et donc, en fonction de l'âge et la situation du bénéficiaire, on va octroyer une aide passant de 300 € à peu près jusqu'à peu près l'équivalent de 570 €. Donc c'est une aide qui permet à la personne justement de subvenir à ses besoins et aussi un travail pour le maintien dans le parcours. Oui. Alors, dans les conditions d'éligibilité, il ne faut pas être inscrit à France Travail, il faut pas être inscrit, en tout cas dans les 6 mois, ni à la mission locale, objectif emploi et tout ça. Mais si on est bénéficiaire du RSA, est-ce qu'on peut rentrer dans ce dispositif ? Non, en fait, si vous êtes bénéficiaire du RSA et que vous êtes accompagné par une structure adaptée et qui accompagne les bénéficiaires du RSA, non, vous n'êtes pas éligible. Par contre, il y a des personnes qui sont pas du tout dans les radars. Donc ces personnes qui sont pas dans les radars et qui bénéficient du RSA, notre travail c'est aussi de les accompagner, de les remobiliser. Donc ce public il est éligible, mais notre travail effectivement ça sera le retour vers le réseau Pôle emploi, c'est-à-dire les agences locales d'insertion, France Travail aussi qui accompagne ce public et aussi une autre structure qui est là pour ça en fait. D'accord. Alors, si on veut s'inscrire, c'est possible ? Totalement. Donc, j'invite toutes et tous à envoyer un mail, effectivement, à nos collègues, M. Mohamed Kassi, donc m.kassi@objectifemploi -du6 mlidf.org et également mon collègue Shaban. Mon adresse mail, donc, c'est le c.corsi, KHORSI, @objectifemploi, tout attaché, -du6 ml, donc mission locale, IDF Île-de-France.org. Et puis il y a un numéro de téléphone, on peut le donner, qui est le 07 43 01 93 83, le 07 43 01 93
83. Donc si vous êtes jeune ou moins jeune, d'ailleurs, adulte, grand adulte, alors juste avant la retraite, on va dire, parce qu'une fois qu'on est en retraite, c'est pas les mêmes problématiques, vous pouvez vous adresser à O2R de l'association Code. Alors on va garder O2R parce que c'est le nom du dispositif. C'est pendant 6 mois. Dernière question, 6 mois, c'est un peu court. Totalement, 6 mois, ça fait court. Bon, la plupart des dispositifs, effectivement, proposent une temporalité assez courte. Même 1 an, ça pourrait être court. C'est du cas par cas, l'accompagnement. Mais notre objectif, c'est d'abord créer une confiance avec ses bénéficiaires, travailler sur les freins périphériques. Et c'est aussi le travail du réseau Pôle emploi. Il ne faut pas l'oublier. Oui, c'est son travail, effectivement, de reprendre la main, faire la passation et travailler sur ces freins périphériques pour aller vers l'emploi. Eh bien, Chaban et Julien, on vous remercie beaucoup. Je crois qu'on a bien compris ce dispositif, très intéressant d'ailleurs. Donc, je rappelle, les jeunes, en tout cas, pour Saint-Denis, Pierrefitte, Villetaneuse, l'île Saint-Denis, Épinay-sur-Seine et Saint-Ouen. Si vous avez envie de reprendre contact un petit peu avec la vie, retravailler, vous remobiliser, n'hésitez pas à appeler le 07 43 16 44 67, le 07 43 01 93 83. Il y a 2 numéros en plus. Et puis avec les emails, donc je les répète, c.corsi KHORSI @objectif l'emploi, tout attaché en minuscule, _6 mlidf.org ou alors m.cassi objectif emploi tout attaché en minuscule _6 mlidf.org. Merci à Déclic. Merci Chaban, merci Julien. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Radio M. C'est l'heure de retrouver la chronique littéraire de Véro. La minute littéraire de Véro. Chaque mois, un coup de cœur littéraire. Bonjour Flo. Aujourd'hui, je vous présente La Faille, paru aux éditions Fleuve Noir en 2023. C'est un roman de Franck Tilliez. Franck Tilliez est un auteur français de romans policiers et de thrillers. Il est né le 15 février 1973 à Annecy. Avant de se consacrer pleinement à l'écriture, il a exercé le métier d'ingénieur informatique. Son œuvre est reconnue pour ses intrigues complexes, son ambiance sombre et son exploration aux frontières de la psychologie et des neurosciences. Il est l'un des auteurs de thrillers les plus populaires en France. Franck Tilliez a commencé à écrire au début des années 2000. Son premier roman, Train d'enfer pour Ange Rouge, est publié en 2004. Le succès est au rendez-vous et il commence à se faire un nom dans le milieu littéraire. Mais c'est avec la publication de ses romans mettant en scène les personnages du commissaire Franck Sarko et de l'inspectrice Lucie Hennebel qu'il a consolidé sa notoriété. Son style est caractérisé par une documentation minutieuse et une utilisation des sujets scientifiques et médicaux. Il s'intéresse particulièrement aux troubles psychologiques, aux neurosciences et aux questions éthiques soulevées par les avancées technologiques. Ces histoires sont souvent très visuelles et plusieurs de ses ouvrages ont été adaptés au cinéma ou à la télévision. Ses livres sont traduits dans plusieurs langues, ce qui témoigne de son succès bien au-delà des frontières françaises. Il est aujourd'hui considéré comme une figure majeure des thrillers contemporains. La Faille aux éditions Fleuve Noir. L'histoire commence par une opération policière qui tourne au désastre et d'un officier qui se retrouve admis à l'hôpital en urgence absolue. Pour le commandant Sarko, la lieutenant Hennebel et le reste de l'équipe, la déroute est totale et violente. Mais la soif de justice est là. Elle est plus forte que jamais. Mis à l'écart le temps que l'IGPN tranche sur sa responsabilité, le commandant Sarko se lance alors dans des investigations en dehors de tout cadre légal. Une enquête dangereuse et éprouvante qui laissera des traces. Du fin fond d'une abbaye ancestrale, au couloir austère d'un hôpital psychiatrique, Sarko va être confronté à la folie et découvrir que lorsque la science ignore l'éthique, tout peut basculer. La frontière entre la vie et la mort est peut-être plus trouble qu'il n'y paraît. Maintenant, je vous lis un extrait. Minuit. Des voitures de police, 2 civils et une fourgonnette de l'IJ stationnaient sur le parking détrempé. Un gyrophare trouait la nuit, ajoutant une teinte dramatique au décor. L'orage était passé, emportant la furie des dernières heures. Ne demeurait que la rumeur de son grondement.
perdus dans les profondeurs célestes. L'horreur, elle, restait. Imprégnée dans le béton, partout. La stupéfaction se lisait sur les visages des équipes arrivées sur place. Des femmes et des hommes pourtant aguerris qui, dans leur carrière, pensaient avoir déjà tout vu et qui, cette fois, peinaient à faire leur travail. Pascal Robillard était accroupi dans l'ascenseur, en train de décrire l'impossible dans un dictaphone. Les traits tirés. Le procédurier coupait régulièrement l'enregistrement, histoire de sortir dans le couloir pour respirer. À l'étage, au-dessus, des techniciens collaient des étiquettes sur les morceaux de corps de Victor. D'autres, masqués et en combinaison, poussaient des chariots de mort pour pouvoir effectuer des prélèvements. Alors moi qui adore les romans policiers et les thrillers, j'ai aimé cette histoire avec un suspense intense, une histoire sombre et palpitante qui va bien au-delà de l'enquête policière. Il interroge sur ce qui nous définit entre la vie et la mort. On n'a qu'une seule envie, c'est de le terminer pour connaître la fin. Alors bonne lecture. La faille de Franck Tilliez. Je te fais danser toute la night, te faire oublier l'heure, je veux pas que tu t'en ailles. Tellement à dire, prête-moi le mic. T'es parfaite pour moi, j'ai pas trouvé la faille. Je pensais que j'avais oublié, mais hier ils ont joué notre chanson. Une grenade dégoupillée, je me jette dessus, je couvre l'explosion. J'ai pas su répondre à toutes les questions que nous posions. Si tu pars avant moi des côtés, je m'étends, je prends le poison. Vrai, j'ai passé ma vie à chercher cet effet, mais je sais qu'il réside seulement dans les contes de fées. Condamné à mourir dès le départ quand tu nais, la vie n'est qu'une utopie qui nous pousse à continuer. Je cours après le bonheur sans le voir, je m'endors le soir, je raconte des histoires. S'il est vrai qu'à la fin tout peut s'éteindre dans le noir, si quelqu'un a une meilleure théorie, j'essaierai d'y croire. Je te fais danser toute la night, te faire oublier l'heure, je veux pas que tu t'en ailles. Tellement à dire, prête-moi le mic. T'es parfaite pour moi, j'ai pas trouvé la faille. Tellement à faire avant de die. Le tour du monde et récolter la maille. Si jamais on se dit goodbye, sur mon cœur de pierre tu auras trouvé la faille. La faille. La faille. Parfait, loin du réel, ferme les yeux et joue le jeu. On se rejoindra dans nos rêves, embrasse-moi sur les coups de feu. En plein braquage, mon pouls accélère. Bonnie and Clyde en plus célèbre. Moi qui disais que l'amour c'est d'être, je pourrais mourir au bout de tes lèvres. Brisé, regarde ce qu'ils ont fait de moi. Hypnotisé quand je suis près de toi. Toi et moi ce sera, j'en ai fait le choix. Vivre ensemble toutes nos premières et toutes nos dernières fois. Je te fais danser toute la night, te faire oublier l'heure, je veux pas que tu t'en ailles. Tellement à dire, prête-moi le mic. T'es parfaite pour moi, j'ai pas trouvé la faille. Tellement à faire avant de die. Le tour du monde et récolter la maille. Si jamais on se dit goodbye, sur mon cœur de pierre tu auras trouvé la faille. La faille. La faille. Déclic prend le mic sur Radio Ens. Aujourd'hui, on part à la rencontre d'une plume prometteuse. Elle vit à Saint-Denis et elle a remporté le concours d'écriture sur la thématique des cheveux, organisé par la médiathèque Gulliver en partenariat avec le cinéma L'Écran. Elle, c'est Juliette qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Juliette. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Alors, depuis combien de temps vous habitez à Saint-Denis ? J'habite à Saint-Denis depuis une dizaine d'années, je dirais. Une bonne dizaine d'années. Oui, ça fait donc pas mal de temps. Et qu'est-ce que vous aimez particulièrement dans cette ville ?
J'aime beaucoup le côté ville populaire et ville cosmopolite, ville monde où on parle toutes les langues, on mange toutes les nourritures. C'est vraiment une ville que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le centre-ville foisonnant. C'est rare que j'aille dans le centre-ville sans rencontrer un copain, une copine. Et aussi, j'aime beaucoup les lieux de culture comme les médiathèques. C'est un peu mes endroits préférés dans Saint-Denis. J'aime beaucoup les médiathèques. Un centre-ville aussi chargé d'histoire. Chargé d'histoire, la basilique, bien sûr. Alors qu'on décrit souvent, mais qui est ce mélange historique, ce mélange aussi ethnique. On a parlé il y a plus de 120, je crois, nationalités à Saint-Denis. Oui. Et tout ça se mélange et plutôt bien. Plutôt très bien. Alors, peut-être un petit mot sur votre parcours qui est Juliette, puisque pour que nos auditeurs puissent en connaître un peu plus sur vous, donc habitante de Saint-Denis. Oui, j'habitais auparavant à Paris, mais j'avais déjà travaillé à Saint-Denis. J'étais enseignante au collège Fabien dans les années, à la fin des années 90, début des années 2000. Ensuite, j'ai enseigné au lycée dans d'autres endroits de Seine-Saint-Denis. Je suis prof d'anglais. Ouais. Non, on ne l'avait pas dit, mais voilà, on le sait maintenant, prof d'anglais. C'est évident pour moi. Et depuis l'année dernière, j'enseigne en anglais la communication et notamment la communication visuelle à l'école du CELSA qui dépend de la Sorbonne. D'accord, très bien. Alors, l'anglais, langue un petit peu compliquée à apprendre à l'école, hein ? Oui, mais moi, je suis d'accord. Enfin, c'est ce qu'on dit. Moi, personne ne parle anglais dans ma famille. C'est une langue que j'ai appris à 100% à l'école. D'accord. Mais alors, pourquoi ce choix ? Parce que je sais pas. C'est comme ça, vous avez dit d'un coup. Ça m'a plu. J'hésitais entre les arts plastiques et l'anglais, et puis une carrière d'artiste faisait beaucoup peur à ma famille. Oui, c'est pas un métier. Très peur à ma famille. C'est pas un métier pour une femme. Oh là là. Je suis de cette époque, de ces générations-là, où on disait, ma famille me voyait bien prof, et voilà, ils étaient contents. Alors peut-être l'anglais, langue de communication, et oui. Finalement vous finissez dans la communication, donc c'est peut-être pas un hasard. Oui, et j'ai des étudiants qui sont très à l'aise en anglais, qui la plupart d'entre eux sont très 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 contents de faire de l'anglais, et on les lance sur une discussion, et puis ils enchaînent très facilement les débats, les idées, ça se passe très très bien. Vous l'avez appris où, l'anglais, à l'école ? J'ai appris l'anglais à l'école et j'ai fait une année en licence, en 3e année de licence, j'ai eu une année d'Erasmus à Newcastle. D'accord. Dans le nord de l'Angleterre. Ok, donc so British. So British, oui. Alors, je suis originaire du sud de la France, de Fréjus, et j'ai passé une année dans le nord de l'Angleterre. J'ai jamais eu aussi froid de ma vie pendant 1 an. Alors, l'année dernière, vous avez participé à un concours d'écriture sur la thématique des cheveux, donc organisé par la médiathèque Gulliver et le cinéma à l'écran, suite à des ateliers avec l'autrice Estelle Sarabulle. Alors, est-ce que vous avez participé à ces ateliers ? Ah non, moi j'étais dans la catégorie, je sais pas comment ils avaient appelé ça, mais dans la catégorie libre. D'accord. C'est-à-dire que j'ai juste écrit mon texte et je l'ai mis dans la petite boîte. Alors justement, qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à ce concours ? Alors j'ai déclamé en introduction mon amour des médiathèques. C'est un lieu où je passe beaucoup de temps avec mes enfants, et j'avais vu les affichages, et les médiathécaires sont très dynamiques, et m'avaient parlé du concours. J'ai réfléchi à cette thématique et j'avais envie de la prendre un peu à rebrousse-poil. Et j'ai voulu parler d'un personnage justement qui n'avait pas de cheveux, et cette idée de repenser la thématique à l'envers me faisait rire, et puis voilà, j'ai écrit ça en une après-midi. Est-ce que vous aviez déjà une pratique de l'écriture ? Alors, dans mon métier, on écrit beaucoup.
J'écris beaucoup, j'écris beaucoup d'articles, j'écris des introductions d'œuvres, mais justement ce texte est particulier pour moi puisque c'est un texte très ludique, très enfantin, et c'était vraiment une respiration créative pour moi par rapport à tous les textes très techniques et assez niches que je suis obligée d'écrire pour mon travail. Et puis le verdict est tombé, vous avez gagné. Alors comment vous avez réagi en apprenant la nouvelle ? Alors, en fait, normalement dans la vie on doit être très modeste. En fait, je m'en doutais que j'allais gagner. Mais alors, Annabella, la médiathécaire, à chaque fois qu'elle me voyait, me disait « Tu sais, il faut que tu sois là pour la remise des prix, etc. Il faut que tu sois là. » Donc, j'avais fini par m'imaginer que j'allais gagner et que c'est pour ça qu'elle voulait que je sois là. Et alors, j'en ai reparlé avec elle par la suite. Elle m'a dit « Mais non, mais pas du tout, je disais ça à tout le monde. » Il y avait déjà des indices, en fait. J'ai pris ça comme un indice. Apparemment, ça n'en était pas, mais je pensais, j'avais l'intention de gagner. Alors, quels étaient les lots, d'ailleurs Ah oui, j'ai eu un petit panier garni culturel, composé de places de cinéma, d'un très beau poster du film Dune, immense. L'affiche de cinéma, quoi. L'affiche de cinéma, oui. J'ai eu un objet créé avec l'imprimante 3D de la médiathèque, et j'ai eu un pins. Justement, est-ce que vous avez eu l'occasion de partager ce texte avec le public lors d'une lecture, par exemple à la médiathèque ou ailleurs ? Mais non. Non ? Mais non. Non ? Pas encore. Pas encore ? Écoutez, voilà, Radio Déclic, on va vous donner cette opportunité, puisqu'on va écouter le texte qui a été primé au concours d'écriture sur les cheveux. Donc c'est à vous. Merci beaucoup. Ce texte s'appelle « La petite princesse sans cheveux ». Il était une fois, dans un royaume près de l'eau, une petite princesse qui naquit sans cheveux. C'était chose rare parmi les princesses qui souvent naissaient coiffées de belles boucles brunes, rousses ou dorées. Mais certaines des plus vieilles courtisanes du palais auraient dit qu'elles auraient entendu dire que ça arrivait parfois et qu'il fallait attendre. Alors, on attendit. Quand la princesse eut 3 ans, elle marchait, elle parlait bien sûr, elle riait beaucoup. Elle faisait la cuisine, mais sur son crâne rond, pas le moindre cheveu. Tout au plus un duvet, comme toi, sur le bras, et d'une couleur indéterminée. La reine, tressant et détressant ses longues mèches noires où se mêlait la faute à la princesse, ou pas, quelques filins d'argent, demanda conseil à une sage dame, un peu fée, un peu sorcière, dont la coiffe laissait échapper des volutes indisciplinées. « Il faut les lui couper, dit la frisée sorcière. Ça va les fortifier comme du gazon anglais. » Dubitative, la reine manda néanmoins pour sa fille la meilleure coiffeuse du royaume, pour la tâche, pas banale, de couper à ras ce qui n'existait pas. « Coupez-lui les cheveux, dit la reine. « Mais elle n'en a pas, dit la coiffeuse. « Coupez quand même, faites ce que vous pouvez, c'est la sorcière qui l'a dit. » La coiffeuse sortit ses plus fins ciseaux dorés, ferma un œil, plissa l'autre et coupa quelques mèches qui s'envolèrent au vent jusque dans les vagues et pailletèrent le sable à ses pieds. Elle exigea son dû, partit, et puis on attendit. Quand la princesse eut 6 ans, pas de miracle en vue. Le cheveu était toujours aussi court, aussi fin, impalpable comme l'aigrette du pissenlit quand tu souffles dessus. La princesse, très coquette, voulait dans cette friche fixer barrettes, rubans et fanfreluches qui ne tenaient pas et entraîner dans leur chute la chute des rares cheveux. Entre-temps, la sorcière à frisette, voyant que son conseil n'avait pas porté ses fruits, était partie discrètement pour un autre royaume, dans les montagnes, disait-on.
La reine, bouclant et rebouclant sa crinière argentée, alla se prosterner devant la Sibylle, dont les cheveux coulaient jusqu'au sol en ruisseau, pour quémander conseil, oracle ou prédiction. Quand la jolie princesse aurait-elle de vrais cheveux de fille, au lieu de ce poil ras qui semait les chouchous ? Qu'est-ce qu'un cheveu de fille ? Qu'est-ce qu'une fille sans cheveux ? Est-ce qu'un écheveau sur la tête d'une bique en ferait une princesse ? Préfères-tu un cheval à la belle crinière pour jouer à la poupée ? Ou une enfant en jouet, sans poil sur le caillou ? Mais que peut-on attendre d'autre d'une sibylle qu'une réponse sibylline ? La reine tourna les talons. La princesse a 12 ans. Elle se pose des questions. Un jour, mon prince viendra ou pas ? Enfin, si quelqu'un vient pour moi et voit ma petite tête d'oiseau tout déplumé, qu'est-ce qu'il ou elle dira ? Est-ce qu'il se moquera ? Est-ce qu'elle repartira ? La sorcière est partie. La sibylle me stresse à répondre à mes questions par d'autres questions. Allons voir les sirènes, dit la reine à présent coiffée d'un beau casque de neige. Enfin, dirent les sirènes, c'est quand même nous les spécialistes des longues chevelures. Dans la plupart des contes et dans tous les tableaux, c'est notre signe distinctif. Ça, et la queue de poisson, dit la petite princesse qui, pour ses 12 ans, a de la répartie. Reine, confie-la-nous, dit la chef des sirènes, en drapant sur son buste sa chevelure mouillée. Au royaume des mers vivent les plus sages des sages, et leur conseil est clair comme l'eau du lagon. En un tour de magie, la princesse respire sous l'eau et plonge dans les flots avec ses copines marines. Encore, on attendit. Un an pile est passé. La reine est près des vagues. Elle attend le retour de sa fille qu'elle espère chevelue. Au loin, elle apparaît. Mais oui, coiffée de tresses, de boucles et de longues mèches qui scintillent au soleil. La princesse s'approche, les yeux emplis de rire. Elle ne se contient plus, laisse échapper sa joie. Ses cheveux qui ondulent dans les flots sont en fait une blague, une longue perruque d'algues, verdâtre, et qui sent drôle. Chez les sirènes velues, la semi-calvitie de la petite princesse a eu un franc succès. Elle s'est bien amusée, elle a nagé, a dansé, elle a beaucoup appris. Mieux vaut un crâne chauve avec ce qu'il faut dedans plutôt que de belles tresses et pas d'envie de rire. Sibylle avait raison, je ne suis pas un poney, un gnou, une otarie pour vouloir dans mon cou des cheveux qui me chatouillent. Mes cheveux pousseront un jour et s'ils ne le font pas, j'ai bien d'autres atouts. Mon humour, ma culture, je préfère faire des crêpes à me crêper les mèches et les boulettes de poulet aux bouclettes de mémé. Merci. Donc, un texte de Juliette. Donc, c'est ce texte qui a remporté le concours d'écriture. Alors, un texte, peut-être, je sais que vous avez des enfants, que vous avez lu aux enfants ? Oui, je leur lis parfois. Donc, avec les premières critiques ou pas ? Oui, j'aime bien, mais un texte de maman, ça n'a pas... Il fallait pas le dire. Oui. Non, ils étaient très fiers de moi quand j'ai été appelée. Ils étaient là. Mes 2 plus petits garçons étaient là avec moi à la médiathèque et ils étaient très fiers de moi. Alors, est-ce que ce concours a changé quelque chose ? Est-ce que ça vous a donné envie de publier ou de continuer à écrire ? Pas grand-chose. Si. Mon épouse est artiste. Et a pris le projet d'illustrer ce texte, mais c'est assez long. Donc peut-être que quand ce texte sera illustré, nous le proposerons une BD à un éditeur, qui sait. J'ai aussi un projet personnel de publier un texte sur une période de l'histoire que j'aime beaucoup. C'est les années 80-90 aux États-Unis, qu'on appelle la période des guerres culturelles. Et ça, j'aimerais bien effectivement le travailler sous forme de BD. D'accord. J'aimerais bien le travailler sous forme de BD. Dans la collection, alors j'ai en tête de le publier dans la collection La Petite BDthèque des Savoirs, qui prend un sujet un peu technique et qui le vulgarise
souvent avec beaucoup d'humour et sur le thème de la BD. J'ai un ancien élève qui est BDaste et qui avait dit oui pour le principe. Alors il faut que je fasse le scénario, ça aussi c'est assez long, mais peut-être un jour l'année prochaine. Écoutez, en tout cas nous on sera ravis de vous recevoir pour présenter cette BD. On a hâte. Alors moi j'y voyais aussi, alors évidemment la BD, mais je voyais aussi le dessin animé. Mais c'est peut-être plus... je voyais bien le dessin animé. Moi, j'étais déjà transportée par cette histoire. Alors, quel message aimeriez-vous adresser à d'autres habitants, et notamment des jeunes, qui aiment écrire ? Ça se fait de plus en plus rare, j'ai l'impression, en tout cas, qui aiment écrire, mais qui n'osent pas se lancer. Quand on aime écrire, il faut écrire aussi pour... Moi, je communique beaucoup avec mes élèves, mes étudiants sur la notion de plaisir. C'est-à-dire que dès qu'on est dans une activité qui nous fait du bien, quand on en retire du plaisir, ça suffit. C'est-à-dire, on publie pas, on le lit à la radio, on n'a pas cette chance, mais en tout cas, on l'a fait, et quand on l'a fait, on s'est procuré du plaisir. Et je leur dis, faites ce qui vous fait plaisir, partagez, ça participe aussi du plaisir, essayez de le partager à vos proches, ça peut aussi faire boule de neige. Et puis il y a aussi les réseaux sociaux. Ça, c'est un texte que je n'ai pas du tout partagé nulle part sur Instagram ou Facebook ou que sais-je, je le garde pour moi. Mais peut-être que si... il y a beaucoup de jeunes qui écrivent aussi sur les réseaux et ça fait boule de neige, il y a une viralité qui peut leur permettre aussi de faire connaître leur travail, même la musique. Il faut partager. Il faut partager si on a envie. Si on a envie. Ouais. Mais écrire que pour soi, est-ce que c'est... Alors, il y a une utilité, on va dire, intérieure, mais est-ce que aussi c'est pas fait pour être lu et partagé? Alors, on n'est peut-être pas obligé de lire soi-même ses textes, d'ailleurs, mais c'est fait quand même pour être partagé, sinon... Si, c'est très important de partager. Il faut les jeunes qui aiment... Je pense que les jeunes qui aiment écrire aiment aussi lire, sont mis à l'honneur dans les classes. Les profs, un prof de français ou de lettres qui a un élève ou une élève qui écrit facilement va lui demander de lire devant la classe. Oui, mais ça reste encore dans un milieu fermé. Après, est-ce que, je sais pas, dans l'absolu, est-ce que certains professeurs pourraient pas prendre des textes, de bons textes qu'ils trouvent d'élèves, etc., pour les étudier aussi, parce que ça change, le langage change, parce que on est encore avec les classiques. Alors j'ai rien contre les classiques, il faut aussi les lire, mais aujourd'hui dans la littérature, il y a beaucoup de choses nouvelles et qu'on ne met pas assez à l'honneur. Ah oui, je suis d'accord. Mais là, il faut travailler avec les profs de lettres. Par exemple, je sais que dans le jury de ce concours, il y avait un professeur de lettres, je crois, ou de latin, de mon fils aîné, qui maintenant a 19 ans. Donc ça m'a fait très plaisir, parce que c'est quelqu'un que mon fils aimait beaucoup. Et c'est aussi une des choses que j'aime beaucoup à Saint-Denis, c'est que les écoles sont très dynamiques, les profs sont très jeunes. Enfin, moi, quand j'ai enseigné à Saint-Denis, j'avais la vingtaine, j'étais très jeune, j'étais très idéaliste, j'avais beaucoup d'idées, j'ai pas réussi à mettre en œuvre toutes les idées que j'avais, mais c'est vrai que c'est un monde d'enseignants auquel je tire mon chapeau, parce qu'ils font un travail compliqué, intense, très fatigant, mais capital, et c'est des gens qu'il faut vraiment mettre à l'honneur. Oui. En tout cas, on espère qu'on les a mis un petit peu à l'honneur à travers vous aujourd'hui. Et puis peut-être, dernière question, peut-être une traduction, vous allez traduire ces petites histoires en anglais ? Ah, je pourrais, vous me donnez du travail. Oui, mais j'ai beaucoup, je sais pas, j'ai beaucoup travaillé sur les sonorités. Oui. Il n'y a peut-être pas les mêmes en anglais. Alors, je pourrais essayer de les trouver en anglais. On va aller doucement. On va essayer d'avoir les illustrations déjà, de le sortir peut-être, de le faire imprimer.
par une maison d'édition, une petite maison d'édition ou une grande, qui sait, ça serait chouette. Et puis après, on verra, mais ce texte existe et puis peut-être qu'il a un destin, mais on verra. En tout cas, je suis heureuse de l'avoir lu. Devant vous. Écoutez, merci en tout cas, hein, c'est un scoop pour nous, c'est une primeur. En tout cas, Juliette, on vous remercie beaucoup. Merci à vous. Et puis à bientôt. En tout cas, allez, on se donne rendez-vous dans quelques temps, dans quelques années, très courtes d'ailleurs, pour la BD. Avec plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. Radio Ems. Radio Ems. I've written enough poems. I've been waiting for too long. Who shall I blame? Am I really wrong to expect your interest, or you to sing me a song? Realize I'm blessed, or just ask me alone. I've had too many flutters when the phone was ringing. Now it looks, it don't matter. Hope is a big false joys are plenty when I deserve the real thing. More than your sympathy, your love, my darling. I crave your smell on my pillow, your breath on my neck, a kiss on my elbow. I crave your smell on my pillow, your breath on my neck, kiss on my elbow. Much too much disappointment and so little warmth, no fulfillment, the opposite of God. Now you're gone, disappear, invisible, lost to me, but not the world, untouchable. Don't know if you lie or if you are true. Don't know where you fly when I can find you. You just leave my neighborhood without saying goodbye. I feel so blue. Maybe that's why I crave your smell on my pillow, your breath on my neck, a kiss on my elbow. I crave your smell on my pillow, your breath on my neck, a kiss on my elbow. I crave your smell on my pillow, your breath on my neck, a kiss on my elbow. I crave your smell on my pillow, your breath on my neck, kiss on my elbow. I wish, all I can do is wish, wishful thinking. I wish you could tell me one word, my darling, and I or a no, goodbye or hello. Tell me there's not much hope. Or don't let me go.
d'écouter maintenant la première histoire de la série Cave Monstrum. Fais-moi peur. Aujourd'hui, vous allez entendre l'histoire du Minotaure, racontée par les latinistes de première du lycée Paul-Éluard. Aujourd'hui, dans Fais-moi peur, une découverte surprenante. Un papyrus datant d'environ 1000 ans avant Jésus-Christ a récemment été découvert par un pêcheur de la côte adriatique. Intact dans une bouteille qui flottait sur la mer, l'homme n'a dans un premier temps prêté aucune attention à cette babiole. Ce n'est qu'une fois rentré au port qu'il en a profité pour l'ouvrir. Le long papyrus sentait le sel, mais surtout il était maculé de sang. Des archéologues sont actuellement en train de l'étudier, mais voici d'ores et déjà ce qu'ils ont pu en tirer. Journal de Tidée, jour 1. Athènes était alors en reconstruction. Notre défaite face à la Crète était cuisante et nous valait un terrible châtiment. Notre cité était contrainte de fournir chaque année 12 jeunes gens, promis à un terrible sort. 6 jeunes hommes et 6 jeunes filles. Mon ami Mélios et moi, nous sommes choisis par les dieux. Nous sommes 2 scribes, 2 amis dont le travail était de recopier de vieux ouvrages sans valeur. Alors pétrifiés par cette nouvelle, on a juste le temps de trouver un rouleau de papyrus dans notre atelier avant le départ vers l'horreur. Nous pensons que l'écriture nous sauverait de l'ennui. Mais nous espérons surtout qu'elle nous sauve de la peur de ne pas revenir. Journal de Tidée, jour 5. Nous sommes arrivés en Crète, au bout de 5 jours. 5 jours de puanteur, 5 jours de martyrs. Dès notre arrivée au port, nous sommes reçus tels des rois. Vêtus de tuniques splendides, ornées de pierres précieuses, nous sommes ensevelis sous les présents. Cependant, nous nous doutons que tout cela n'allait pas durer. Aucun des tribus athéniens n'était revenu de Crète jusqu'alors. Le soir même, nous sommes régalés au palais du roi Minos par un banquet somptueux. Journal de Mélios, jour 5. Tidée, mon ami, j'ai enfin eu le courage de parler aux autres Athéniens du bateau. J'ai appris quelque chose, il faut que tu entendes ça. Les autres m'ont dit qu'ils ont entendu des gardes parler de notre sort. Il paraît que nous allons être conduits au fils de Minos, dans un labyrinthe. Quoi ? Un labyrinthe ? Celui de Dédale ? Oui, je crois. Attends, donne-moi le papyrus. Journal de Mélios, jour 6. Lors du second jour au palais de Minos, nous nous sommes prélassés. Même si pour sa part, Tidée lui était concentré et obsédé par ce nom, Dédale, comme s'il lui était familier. Malgré notre plaisir et notre confort, nous étions prisonniers. Le deuxième banquet fut digne de l'Olympe, mais Tidée refuse de trop manger. Je fais de même. Après ce banquet, Minos nous salua de son trône orné de peau de vache. On raconte que Minos aurait reçu de Poséidon un taureau blanc, sacré, qu'il aurait refusé de sacrifier. Mais cela relève de la légende. Nous nous couchons le ventre plein. Soudain, en plein milieu de la nuit. Emmenez-les au labyrinthe. Allez. On nous emmène sous le palais du roi Minos. Après une longue descente à travers d'interminables escaliers, nous arrivons enfin devant une grande porte. Qu'est-ce donc ? Votre tombeau. Une fois la porte ouverte, nous sommes poussés à l'intérieur. Je n'ai pas le temps de prendre de quoi écrire, mais Tidée, lui, oui. Journal de Tidée, jour 7. Tout est extrêmement sombre. Les parois sont humides. On entend des gouttes tomber, en plus des bruits de souris. Nous restons avec les jeunes tribus athéniens. Un des tribus, Arachios, un fort brave jeune homme, s'érige alors en chef de notre petit groupe et remarque que s'il y a une entrée, il y a forcément une sortie. À Athènes, j'avais entendu parler d'un mythique labyrinthe en Crète, dans lequel on envoyait à la mort des innocents pour nourrir un monstre mi-homme, mi-taureau. Construit par Dédale, un illustre architecte.
Même si ce n'était que des légendes, cet endroit... Tidé, regarde la sortie, on a trouvé la sortie. Hurrah! En effet, devant nous, un long couloir menant tout droit au bleu du ciel et au bleu de la mer. On peut même y entendre les mouettes. Nous sommes sous terre. Cette sortie devait être un passage donnant sur un flanc de falaise au milieu des rochers. Bien que grande, elle est inaccessible, car un grand gouffre sans fond au milieu du couloir nous sépare de cette providence. Voyant que le couloir se sépare en deux, Arakios propose de nous séparer en deux groupes. Nous sommes ensemble avec Mélios. Après avoir un peu avancé, nous tombons sur d'étranges éléments. Des ossements de plus en plus nombreux. Journal de Mélios, jour 7. Cette macabre découverte fait perdre la tête à Tidé, qui me confie le papyrus. Alors que nous nous enfonçons encore plus dans les couloirs, nous entendons un bruit glaçant, un rugissement tellement fort qu'il résonne partout. Puis des cris de jeunes hommes et de jeunes filles, puis plus rien. Le silence des gouttes était revenu. Pétrifié, on avance tant bien que mal au sein des cadavres. Mais des rugissements plus légers se font entendre autour de nous. Il sait, il a faim. De qui parles-tu ? Du Minotaure. Ce n'était pas que des légendes. Les ouvrages de la bibliothèque d'Athènes disaient vrai. Après cette longue journée, on décide de faire une pause dans une sorte de carrefour, dont les entrées sont entravées d'ossements et de débris. Au beau milieu de mon sommeil, Tidé me réveille. Il est là, ne bouge pas. Une jeune fille alors proche de nous se lève brusquement en criant. À cause du manque de lumière, nous ne discernons que peu de choses. Nos compagnons s'enfuient et sont fauchés un à un. L'un a la brillante idée d'allumer une torche, ce qui révèle une masse difforme, un museau couvert de sang et des cornes gigantesques, avant qu'il ne disparaisse. Tidé me prend alors le papyrus des mains et griffonne quelque chose d'illisible. Journal de Tidé, jour 8. Après une attente interminable, une légère brise de vent marin souffle sur mon nez. La sortie, elle est là. Peu après, nous voyons un reflet du soleil. Il est toujours là, dans un coin, Mélios. Notre seule chance est de courir jusqu'à cette sortie. Laisse-moi le papyrus. Je le savais depuis le début. Nous étions condamnés. Mais cette lueur de lumière me donne espoir. Alors, sur mes ordres, nous, les deux seuls rescapés, nous nous enfuyons. Nous courons tel Hermès, le messager des dieux. Arrête-toi! Alors que nous étions en pleine course, Mélios m'arrête juste au bord de la falaise qui donne sur l'océan. En dessous de nous, la houle se fracasse sur les rochers. Et nous sommes dans un cul-de-sac. Sauter est impensable. Nous nous tuerons sur les rochers. Il y a certes un trou, mais seul un petit objet pour y passer. C'est alors que nous entendons ce rugissement, tout droit sorti de la demeure d'Hadès. Nous sommes condamnés, pris au piège, tels des proies, dans un filet. Mon ami, je crois bien que c'est la fin. Oui, Tidé, c'est notre fin. Nos 2 vies entières sont écrites sur des parchemins de la sorte. Attends, Tidé, j'ai une idée. Il faut que le peuple athénien sache ce qu'il s'est passé et ce qu'il se passera. Regarde, tu vois la bouteille en verre, là près des ossements. Passe-la moi, on peut y mettre nos parchemins.
Avec la volonté de Poséidon, le papyrus atteindra la Grèce. Et par conséquent, nous ne mourrons pas en vain. Oui, tu as raison, mais... Mélios, non! Le Minotaure tue Mélios devant moi. Je profite de ce répit pour envoyer ce papyrus à Athènes. Je suis déjà mort, je le sais. Je pense m'élancer de la falaise pour jeter la bouteille au loin. Voilà l'avancée des recherches sur cette découverte passionnante. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant des prochaines avancées dans notre émission Fais-moi peur. Bonne journée à tous. Radio Ems. Something's got a hold on me lately, though I don't know myself anymore. Feels like the walls are all closing in, and the devil's knocking at my door. Whoa, out of my mind, how many times did I tell you I'm no good at being alone? Yeah, it's taking a toll on me, trying my best to keep from tearing the skin off my bones. Don't you know I lose control when you're not next to me? I'm falling apart right in front of you. Can't you see? I lose control when you're not next to me. Yeah, you're breaking my heart, baby. You make a mess of me. Problematic. Problem is I want your body like a fiend, like a bad habit. Bad habits hard to break when I'm with you. Yeah, I know I can do it on my own, but I want that real full moon black magic, and it takes two. Problematic. Problem is when I'm with you, I'm an addict, and I need some relief. My skin ain't your teeth, can't see the forest through the trees. Got me down on my knees, darling, please. Voilà, notre émission est terminée. À la réalisation technique, c'était Vincent. On se retrouve jeudi prochain à 20h. Restez à l'écoute de Radio Ems pour la suite de vos programmes. Tout de suite, vous retrouverez l'émission Funk Anthologie.